Bonsoir à toutes, tous. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis Nathalie Guillot, la fondatrice de la Fondation Thalie. Et cette fondation promeut la création contemporaine engagée sur des thématiques sociétales avec un lieu d'exposition à Bruxelles, une résidence d'artistes et une programmation multidisciplinaire qui croise les arts visuels et les enjeux de société. Et face à l'urgence des temps présents, la Fondation élargit son champ d'exploration aux enjeux écologiques et invite des artistes, des scientifiques, des philosophes pour questionner le monde actuel et pour écrire des nouveaux récits d'un futur souhaitable et agir. Et ce soir, je suis vraiment très, très heureuse de recevoir, de modérer une conversation entre Céline Cousteau et le binôme Lucie et Jörg Horta, artistes. Céline Cousteau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes documentariste, militante écologiste de la première heure. Vous vivez entre les États-Unis et la France, sur les pas de votre grand-père, le commandant Cousteau. Vous avez conduit des expéditions à travers le monde pour redessiner une cartographie des territoires en péril, pour la préservation des écosystèmes et des minorités. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Vous êtes l'ambassadrice de la Trade Ride Foundation pour la promotion de voyages éthiques et durables. En 2020, vous avez publié un livre aux éditions Fayard, Le monde après mon grand-père, hymne à l'environnement des temps modernes, qui adresse un message d'espoir auprès des jeunes générations. Ces jeunes générations dont vous vous occupez particulièrement, puisque vous avez lancé cette ONG, The Outdoor Film Fellowship, qui est une association qui a pour but d'engager des jeunes cinéastes pour qu'ils soient militants et créatifs et nous témoignent du monde, de l'état du monde. Vous êtes également membre du conseil de l'agenda global du Conseil des océans, du Forum économique mondial, et vous êtes aussi, vous allez pouvoir nous parler ce soir du film qui vient de sortir, que vous avez réalisé, qui s'appelle Tribes on the Edge, qui est sorti aux États-Unis et qui est en streaming sur les plateformes digitales, qui est en fait un documentaire qui est une sorte de cri d'alarme sur l'extinction silencieuse des tribus d'Amazonie, dont on parle depuis si longtemps. Et vous êtes très familière de ce territoire parce que vous y allez chaque année, vous y passez des mois dans cette Amazonie brésilienne dont vous nous parlerez tout à l'heure, auprès de ces Indiens, ces tribus de la communauté Javari. Et c'est à la demande de ce peuple indigène et pour témoigner de leur histoire. Merci. Lucie Jörg Horta, je suis très contente de vous voir. Merci d'être là ce soir. Bonsoir. Vous allez très bien vous entendre avec Céline Cousteau. Je pense que vous avez beaucoup de choses à partager, et notamment l'Amazonie. Merci à vous. Vous êtes un binôme d'artistes exceptionnel puisque vous explorez le sujet depuis plus de 20 ans, les liens entre l'écologie et la société. Les artistes, vous le savez, donnent à voir. Les scientifiques mesurent. Mais on a besoin d'artistes comme vous pour justement inventer des nouveaux récits et pour explorer ces nouveaux imaginaires de ce que sera le monde de demain. Et c'est ce que vous faites avec vos installations, vos performances. Vous êtes présent dans les collections privées, dans les musées. Vous témoignez par votre esthétique et votre message, vos messages politiques, bien de situations humaines problématiques comme les flux migratoires, l'habitat, le réchauffement climatique, bien sûr. Et parmi vos projets emblématiques, parce qu'on ne va pas pouvoir parler de tous les projets, il y a le Horta Water. Ce Horta Water est un projet qui comprend des objets, des systèmes, des installations qui explorent effectivement cette problématique de la pénurie d'eau et dont des problèmes découlent effectivement de la pollution et du contrôle des entreprises. Vous avez également un autre projet qui s'appelle Antarctique et qui examine les effets du changement climatique sur la migration à travers des installations toujours et des objets relationnels et qui engagent le public. Donc, vous avez cette dimension performative qui engage à chaque fois un public à travers donc des performances, des peintures
des sculptures et qui nous invitent à interroger les écosystèmes et leurs valeurs pour notre environnement naturel. C'est donc à travers la performance et en invitant le public à être acteur de sa réflexion que se construit votre propos engagé, Et alors, moi, j'ai envie de vous poser une première question parce que tous les trois, vous partagez une passion pour l'Amazonie. Et derrière moi, il y a ce poumon de la planète, voilà, ce poumon qu'il faut préserver. Et donc, j'ai envie de vous poser cette première question. Que signifie être un citoyen du monde et comment l'art peut éveiller et mener des actions? Parole, action. C'est à vous et je pense que Céline, peut-être tu peux prendre la parole sur ton projet Tribes on the Edge et comment tout cela a démarré. Merci. Premièrement pour cette invitation et puis heureuse d'être là avec Lucie et Jorge. Je pense qu'on a beaucoup de liens en commun et on va les découvrir un petit peu aujourd'hui. J'ai commencé à travailler en Amazonie en 2006, mais la première fois que je suis allée là-bas, j'avais 9 ans. J'ai accompagné mon grand-père sur une expédition, c'était les débuts des années 80. Et à ce moment-là, l'idée d'exploration, c'était vraiment ça. C'était ne pas savoir ce qu'on va trouver de l'autre côté, ramener des histoires pour essayer d'explorer et de comprendre. Les temps ont changé, bien sûr. Maintenant, c'est pas juste l'exploration, c'est la compréhension, c'est la protection. Les documentaires comme l'art sont là en partie pour inspirer les gens. Et je pense que c'est là où on peut créer une connexion entre le sujet et le public. Et c'est cette transmission. Nous, on est en fait, on est comme des porte-paroles ou des catalyseurs pour partager ces histoires. En 2007, je suis allée en Amazonie brésilienne avec mon père pour faire un documentaire qui s'appelait Return to the Amazon. On repartait justement des endroits où avait été mon grand-père pour explorer en 25 ans qu'est-ce qui s'était passé en Amazonie avec les peuples, avec l'écosystème, avec les espèces. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré les peuples autochtones du territoire Vallée do Javari. C'est le territoire le deuxième plus grand d'Amazonie. D'ailleurs, si on peut avoir une première image, on verra la carte. Voilà, on voit la carte du coup de l'Amérique du Sud. Imposée par-dessus, on voit les États-Unis, donc pour comprendre un petit peu la taille du bassin de l'Amazonie. Et le Javari, qui est donc dans le coin au Brésil, à côté de la Colombie et le Pérou. C'est le territoire le deuxième plus grand des peuples autochtones d'Amazonie brésilienne. Il fait 85 000 km², c'est à peu près la taille du Portugal ou de l'Autriche. Et il y a 7 000 personnes de beaucoup de tribus différentes, dont 6 tribus contactées, c'est-à-dire des gens qui ont eu des contacts avec les gens de l'extérieur. Et en 2007, je les ai rencontrés. C'est là où je me suis rendu compte vraiment de ce qui se passait là-bas en tant que la santé, l'invasion illégale, les orpailleurs, la pêche, la chasse illégale. On entend bien sûr toutes ces histoires depuis très longtemps, mais quand on est au milieu de tout ça, on le ressent avec toutes nos émotions. C'est en 2010 qu'ils m'ont demandé de raconter leur histoire. Et c'est là où j'ai commencé à faire en 2013 un film qui s'appelle Tribes on the Edge, les tribus au bord. Mais la vraie histoire, c'est que la tribu, c'est la tribu humaine, c'est nous. Et dans le film, je parle justement de ce lien qu'on a avec ces peuples et pourquoi on dépend de leur bien-être, de leur survie. Ça, je suis heureuse d'en parler. Je ne sais pas si on veut rentrer dedans maintenant. Alors, est-ce qu'on peut montrer d'autres slides de justement cet écosystème, Jenna? Il y a le deuxième slide qui... Voilà. Voilà, donc ça c'est le premier. Le deuxième slide, on peut regarder, ça va vous montrer, voilà. Donc ça c'est un petit peu le milieu dans lequel je travaille. Et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est voilà, c'est ce que j'ai écrit en haut, c'est que les peuples autochtones représentent à peu près 5% de la population mondiale, mais ils protègent 80% de la biodiversité sur leur territoire. Du coup, on peut comprendre que c'est les gardiens de ces écosystèmes, les gardiens de cette biodiversité. Alors, Céline, est-ce que tu peux expliquer ce concept de gardien de la biodiversité? Et également, c'est un échange avec Lucie et Jorge.
Bah, je pense que en tant que gardien, c'est que là où il y a des territoires indigènes, en tout cas en Amazonie, moi je suis pas, voilà, je suis pas experte dans tous les territoires autochtones du monde, mais en tout cas en Amazonie, là où il y a des peuples autochtones, il n'y a pas de déforestation. C'est une garantie de la protection des territoires parce que eux-mêmes savent qu'il n'y a pas d'autre façon que de vivre en équilibre avec leur écosystème. Le concept de développement durable, LEED certified, de manger bio, local, en saison, on n'a même pas besoin là-bas de mettre des paroles dessus parce que c'est la seule façon de vivre, c'est leur survie. Par contre, le problème, c'est que leurs droits à leur territoire ne sont pas toujours bien protégés ni respectés. Donc voilà, c'est là où il faut avoir plus de protection pour leur territoire parce qu'eux, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il faut comprendre que ceux qui viennent pour prendre l'or, pour prendre les arbres ou chasser sur le territoire, ils viennent armés. Oui. Et donc, ça devrait être un territoire protégé. Est-ce que c'est un territoire protégé actuellement? Normalement, c'est un Président, territoire je ne crois pas. mais Oui. c'est protégé par les lois du gouvernement. Or, ces mêmes lois ne protègent pas nécessairement les droits de ces tribus. Je viens de recevoir un article hier, par exemple, que le gouvernement veut essayer d'ouvrir les territoires indigènes pour les miniers. On sait très bien ce qui va se passer, les routes vont passer à travers, les peuples vont mourir. Et ça, on l'a vu dans le passé depuis le XVIe siècle. Et vous, Lucie et Jorge, quel a été votre premier contact, amour pour ce projet d'Amazonie? Nous avons été invités par le Musée d'histoire naturelle de Londres en 2009, il me semble, pour préparer une exposition pour l'année de la biodiversité qui devrait avoir lieu en 2010. Donc pour nous, c'était une occasion majeure de pouvoir exposer dans un de ces majestueux musées à Londres, le Musée d'histoire naturelle de Londres. Et cette invitation était à la fois aussi un peu angoissant parce que comment prendre place dans ce musée, qu'est-ce qu'on va dire à tout le public qui passe et comment on va aborder un sujet qu'on connaissait peu à cette époque-là, en 2008, quand on était invité, 2009. Donc, nous avons décidé avec le commissaire d'exposition, le Dr. Birgit Arens, de travailler à partir de l'Amazonie, à partir d'une expédition et de pouvoir se rendre compte de la biodiversité en étant sur place. Et nous avons les chances inouïes qu'à cette époque-là, en 2009, l'organisation Cape Farewell, que vous voyez sur l'écran ici, c'est une organisation qui a été fondée par un artiste britannique, David Buckland, mettait en place pour la première fois une expédition en Amazonie péruvienne avec un ensemble de scientifiques et d'artistes que vous voyez dans les petites vignettes ici. Les scientifiques venaient de l'Environmental Change Institute, donc l'Institut de changement environnemental d'Oxford University à Londres. Donc, nous avons eu cette chance, ça tombait pile poil au moment qu'on était en train de réfléchir à comment aborder le sujet de la biodiversité. Et on a pu participer pour la première fois à une expédition en Amazonie avec ce groupe. Autant d'artistes que des scientifiques. Et vous voyez un petit peu les images en bas. C'était participer dans la recherche, que ce soit à la fois les prélèvements du sol, aussi bien l'étiquetage des biodiversités sur place, où vous nous voyez en train de mesurer la circonférence des arbres, prenez les prélèvements du sol, etc. La prochaine slide montre un peu cette expédition. Moi particulièrement, mais j'ai joint Jorge après lui et le groupe sont démarrés dans le glacier à 4500 mètres pour se rencontrer des fonds des glaces. Il s'agit, c'était l'Institut de changement climatique, donc c'était pour se rencontrer des fontes de ces glaciers et ensuite suivre le parcours jusqu'à le bassin amazonien par la Madre de Dios, c'est la rivière en bas. Et Jorge pourrait vous raconter un petit peu la suite de cette expédition. Avant tout, une petite précision, pour nous, le terme générique de Water Amazonie Antarctique ne fait pas référence forcément à un territoire.
C'est un petit peu peut-être la différence. Pour nous, Amazonie, c'est un titre facile, accrocheur, pour parler de toute situation, pour toute région de la planète, une situation fragile. Donc, c'est pas ce territoire en particulier, sinon surtout, ce qui nous intéresse encore plus, c'est ce territoire fragile dans lequel on ne parle pas de tout. Mais c'est très intéressant, ce bassin de biodiversité absolue que c'est les parcs d'Emmanuel à qui on était, l'Amazonie en général, pour être plus explicite et plus représentative pour nous en tant qu'artistes, de donner des images par rapport à ces problématiques mondiales. Donc, tout notre travail il est axé sur la fragilité. Vous voulez dire que l'Amazonie est un peu un terme marketing, c'est ça? Oui, j'aime pas beaucoup l'appeler comme ça, mais c'est un référent. Un référent, effectivement. On pense à Sting avec ses premières campagnes dans les années 80 pour les Indiens Navarro, les Indiens d'Amazonie. Enfin, Sting était un des premiers à mettre en lumière ce génocide. Non, je pense que ce qui est important, c'est que ce que tu dis, le marketing, mais d'abord, comment on peut éveiller les consciences. Donc, si on parle de l'Amazonie, on imagine tout de suite la biodiversité de la planète. Donc, pour un public, et ce qui est important dans notre œuvre, que ça touche un public large. Donc, aussi bien dans le musée d'histoire naturelle, on sait qu'il y aurait des milliers d'enfants qui vont passer. Donc, si on trouve, pour nous, des termes génériques, si on parle d'Antarctique ou d'Amazonie, c'est à titre générique. C'est que c'est un peu, si on veut, c'est un peu accrocheur, effectivement, mais tout de suite, on commence à faire rêver, on commence à imaginer la biodiversité, les faunes, les fleurs, les animaux, les sons, etc. Donc, c'est à part ces biais qu'on arrive à faire rentrer petit à petit, parce que l'art contemporain, pour certains publics, est assez difficile. Donc, comment, justement, approcher de plus le public? Comment parler, par exemple, de la disparition des milliers d'espèces qui sont presque invisibles, que nous ne les connaissons pas, dans lesquelles la plupart de toutes ces espèces vont disparaître avant qu'elles soient cataloguées ou identifiées. Comment parler de tout ça qui devient extrêmement abstrait? Bon, nous savons, entre tous les œuvres que nous avons produites, que nous continuons à produire, travailler sur les os de dinosaures, sur les squelettes ou les os de dinosaures. Une espèce de confrontation. Pourquoi? Parce que les dinosaures, même tous les enfants du monde les connaissent. Donc, à partir de ces grandes disparitions de la planète, parler de cette disparition de l'invisible. D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait précisément? Donc, vous avez moulé des os de dinosaures pour en faire des œuvres? Oui, ça c'était à la suite de notre expédition. Évidemment, sur place, c'était très difficile à dessiner. C'est très humide, donc on a fait quelques croquis, ce qu'on pouvait. On a surtout filmé et on a photographié des choses. Donc, à la suite, nous avons commencé à retranscrire ça à la main. Donc, on voit ici des dessins sur les fossiles. Ce sont des fossiles de la collection de la paléontologie de le musée d'histoire naturelle. On a pu travailler ensemble avec les paléontologues ici pour mouler les fossiles, pour se rendre compte de la disparition des espèces, en sachant, on faisait le rapprochement avec la 6e extinction. Aujourd'hui, voilà, les dinosaures, c'est la face visible de ce qui a disparu tant d'années, mais aujourd'hui, on est face à la disparition la plus importante causée par l'homme. Donc, c'est à la fois ces temps qu'on souhaite rapprocher, aussi l'approchement de dinosaures, des os, qu'un public plus jeune peut s'identifier tout de suite. Si je peux, je pense que quelque chose qui est très important de ce qu'a dit Jorge, c'est qu'on s'attache beaucoup aux espèces, on appelle ça en anglais charismatic megafauna. C'est-à-dire que voilà, on parle de l'ours polaire qui va disparaître, la baleine qui va disparaître. Mais il y a tant d'autres animaux qu'on ne connaît pas encore, ou des petites espèces, ou une petite grenouille qui disparaissent tous les jours, qu'on a presque besoin de magnifier, de le rendre voilà, plus public, d'où le terme marketing, de dire ben, regardez par ici, donc on parle d'Amazonie, on parle de dinosaures, on parle de grandes espèces, pour après essayer de montrer qu'en fait, ça se passe tous les jours partout sans qu'on le voit. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'importe pas. Et je pense que le travail que fait Lucie et Jorge, c'est super important parce que justement, c'est de dire, bah, voilà, on va rendre en objet quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Ou quelque chose qui, voilà, vous passez à côté d'un os mais vous ne faites pas attention. Eh ben, on va le rendre en objet d'art
comme symbolique de quelque chose de beaucoup plus important. Et c'est vrai que c'est dur d'accrocher un public ces jours-ci. Et alors, justement, moi, je pense que c'est pas dur du tout. Je pense qu'on est en ce moment en pleine crise pandémique. Donc, je pense que les citoyens et les jeunes, notamment, sont très réceptifs à ces messages et à ce que disent les artistes et les scientifiques. Et j'ai envie de poursuivre la conversation sur les migrations. Les migrations qui découlent justement de ce changement climatique et dont vous parlez dans votre travail, le changement de comportement des animaux et des déplacements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Les flux migratoires. C'est-à-dire, on rentre dans les thématiques de ce projet qu'on appelle Antarctique. Voilà, exactement. OK. Notre travail, il est axé sur 5-6 grands sujets de société que nous développons au moins pendant 20 ans. Alors là, on a basculé de la forêt amazonienne à l'habitat refuge. Alors, excusez-moi, c'est un petit peu rapide, mais ils sont sur ces questions depuis 25 ans. Donc, les flux migratoires, l'habitat refuge, la question amazonienne. Et voilà, donc je vous laisse parler. Tout ça s'entrecroise parce que ce sont des grands sujets de société, évidemment, qui sont tous liés les uns aux autres. Mais un petit peu comme méthodologie de travail, nous avons décidé dans les années 90 de travailler sur des sujets de longue durée parce que les réflexions d'un artiste, il a très peu d'intérêt. Et soyons clairs, nous n'avons pas la capacité scientifique ni la méthodologie nécessaire pour aborder de gros sujets de société. On s'est dit qu'il faut travailler collectivement pour que avec des scientifiques, notamment. Avec les étudiants, avec des populations diverses, c'est-à-dire avec la communauté la plus globale, pour faire collectivement les messages ou les structures que nous devons après véhiculer sous une forme plastique. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on voit en image alors, Jorge? C'est-à-dire, bon, encore une fois, on a trouvé l'Antarctique comme une métaphore de le seul territoire au monde qui n'a pas de frontières. C'est un territoire partagé avec une charte qui a déjà plus de 70 ans. Et c'était intéressant pour nous dans cette problématique de déplacement migratoire, de déplacement des changements climatiques qui s'accélèrent évidemment depuis plusieurs décennies et qui va continuer encore à s'accélérer de plus en plus. Et cette notion de frontières, c'est une notion de réflexion sur l'appartenance de la planète. À qui appartient la planète, à qui appartient un endroit, et quels sont les privilèges des uns et des autres, et qu'est-ce qu'on fait avec ces milliards de personnes que personne ne veut. Donc, c'est vraiment extrêmement complexe, parce que ce ne sont pas des décisions politiques, ce sont des décisions de type naturel, climatique, qui forcent les politiques, qui forcent les populations. Donc, c'est un sujet pour nous majeur. Quoi faire avec ces millions de personnes? Ces métaphores de l'Antarctique. Excuse-moi, je te coupe, mais vous avez eu donc un prix pour cela de la part du politique pour cet éveil de conscience, il me semble. Oui, ça sont des petites anecdotes, je dirais. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça a suscité comme action politique? Je pense que là, on passe à la distribution des passeports antarctiques, il me semble, mais ça, c'est beaucoup plus loin. Donc, premièrement, on a fondé ce village, en quelque sorte, utopique, c'est-à-dire c'est le début d'une communauté qui sont unifiées à travers ces valeurs qu'il a décrites, les valeurs de partage, les valeurs de coopération, les valeurs de recherche, parce que le territoire d'Antarctique, c'est une zone de recherche protégée par cette charte scientifique et cette charte de paix. Et par la suite, comme en Amazonie, nous avons fabriqué d'œuvres, on a produit ces œuvres qu'on voit ici, on peut passer rapidement pour arriver justement à cette, en quelque sorte, fédération de communautés, parce qu'on s'est dit, voilà, on a fondé ce village antarctique, vous avez vu les images des dômes et des tentes sur ce continent blanc, mais comment rendre ça plus tangible au public? Et là, c'est la question de l'engagement, de participation que tu as évoqué tout à l'heure, Nathalie. C'est-à-dire qu'on a créé un passeport, le passeport universel antarctique, le passeport mondial antarctique, et on a commencé à inscrire des
des personnes. Ici, on a fait 10 000 exemplaires pour cette exposition à la Hangar Bicocca à Milan. C'était en 2008. Et on voit petit à petit, on peut découler très vite les images qui suivent, le Biennale d'Athènes, ici à Paris pendant le FIAC, le Biennale de Shanghai, le Festival mondial au South Park Center, jusqu'à arriver ici. Ici, on pourrait dire que c'est une action politique parce que nous étions invités par le Nansen Initiative à Genève, que c'est un ensemble, c'est un ONG, ONG qui travaille sur les droits de personnes déplacées à cause des catastrophes climatiques qui ne sont pas encore reconnues en tant que réfugiés aujourd'hui. Donc, comment inscrire un droit à ces personnes qui s'accroître, ces déplacements à cause de catastrophes climatiques. Donc ici, avec Nansen Initiative, on a distribué des passeports aux ministres de l'Intérieur d'Irak, de Bangladesh, de Ghana. On voit les ambassadeurs là-haut. Et c'est justement pour développer des textes de loi qui vont être présentés par la suite. Ici, c'était en 2015. Donc, ces textes de loi étaient présentés en 2000, juste au moment de COP 21 à Paris. Certaines personnes qui ont souhaité mobiliser donc, les réflexions autour de ces déplacements climatiques sont inscrits quelque chose que nous avons développé dans notre passeport. Donc, c'est un article 13.3. On peut vous en parler tout à l'heure si vous voulez. On a pris beaucoup de paroles, je suis conscient. Alors, on va revenir à l'Amazonie et à l'importance de l'éducation. Moi, j'ai envie d'échanger avec vous, Céline, sur The Outdoor Film Fellowship. Quel est ce projet, en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire avec la caméra et avec ces jeunes? Qu'est-ce que vous leur proposez? L'idée du Outdoor Film Fellowship, c'était de pouvoir partager quelque part mon héritage avec tout le monde, avec les jeunes. Je pense que l'héritage que j'ai ne m'appartient pas d'ailleurs. Certes, je suis née dans cette famille, mais je pense que si on est inspiré par quelque chose, on le porte. Et le Outdoor Film Fellowship, ce qu'on voulait faire, c'est réunir chaque année un petit groupe d'étudiants pour les emmener quelque part, raconter une histoire, une cause, les reconnecter d'une façon juste à eux-mêmes, aux autres et à la nature. La première année, on a emmené, c'était 5 étudiants en Namibie pour rencontrer le peuple San. Ils ont passé 2 semaines avec eux dans le désert. Et je pense que des expériences comme ça, c'est un privilège extraordinaire parce que moi, j'ai l'habitude de voyager en expédition et du coup, on ressent, on se lie à la nature, on se lie aux gens. C'est pas donné pour tout le monde. Et il y a beaucoup de formes d'expression, que ce soit en sculpture ou que ce soit à travers le cinéma, à travers la danse. Moi, ce que j'ai la possibilité de faire, c'est les emmener quelque part pour justement raconter une histoire à travers le film. Et la première année, c'était en Namibie. Deuxième, on est parti sur l'île de Pâques. Troisième, au Colorado. Et c'était vraiment pour leur donner la chance de s'exprimer sur une cause et pas partir directement sur un projet à but lucratif, mais pour leur donner une cause beaucoup plus émotionnelle. Et alors, donc, c'est sur un système de bourse. Comment sont choisis ces jeunes? Alors, on a sur le site internet, on peut faire c'est comme une application comme pour aller à l'université. On aurait aimé pouvoir juste faire un système de bourse et offrir cette possibilité gratuitement, peu importe le système économique de chaque personne. Je pense que l'éducation, c'est un privilège, mais ça ne devrait pas l'être. Ça devrait être ouvert à tout le monde. Du coup, on essaye de baisser le prix chaque année. On n'a bien sûr pas fait de projet l'année dernière à cause du Covid et cette année, je pense que non plus. Donc, on reverra ça l'année d'après. Mais et alors, pardon. Ce serait avec l'aide éventuelle de sponsors qu'on pourrait faire venir plus d'étudiants ou qu'on pourrait baisser le prix pour les étudiants pour que ce soit moins exclusif. Et donc, ce programme s'adresse à des jeunes pour leur permettre d'avoir un esprit critique et un regard sur le monde éveillé et surtout un état des lieux de la planète telle qu'elle est et donc permettre d'agir aussi
dans leur métier, dans des ONG, enfin de mener une réflexion à l'action. Mais j'ai envie de vous poser cette question que j'aurais dû vous poser depuis le début, Céline. Peut-être que je te tutoyais au début, je ne sais plus, mais toujours est-il que je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu gardes comme moment fort avec ton grand-père, le commandant Cousteau, qui a quand même marqué toute une génération. Si tu veux garder un ou deux moments forts avec ton grand-père, ce serait quoi? Les moments forts ont été surtout avec toute ma famille. Je sais que mon grand-père, c'est celui que le public connaît, mais il n'aurait pas pu exister tel qu'il était dans le public s'il n'y avait pas toute ma famille et tous les gens qui l'entouraient. Je pense que c'est important, c'est comme un iceberg. Je vois mon grand-père est en haut du iceberg, c'est ce qu'on voit en dehors de l'eau, mais en fait, dessous, il y a le plus gros de l'histoire. Mais voilà, pour être concrète, il y a plusieurs moments avec mon grand-père. D'ailleurs, je le raconte dans le livre que vous avez évoqué, que tu as évoqué, pardon, au début de la conversation. C'était ma première plongée. C'était au large de Monaco, donc avec lui. Et j'avais à peu près 9 ans. Et c'était d'une simplicité, comme si voilà, mon grand-père m'emmenait au parc et me poussait sur la balançoire. C'était, voilà ton équipement, tu respires comme ça, ton masque, est-ce que tu es bien? Ok, on va sous l'eau. Ok. Alors moi, je suivais parce qu'on m'a dit d'y aller. Et au bout de quelques minutes sous l'eau, il m'avait lâché la main pour faire quelque chose. Et je me souviens vraiment de ce moment où il m'a lâché la main et tout d'un coup, j'ai réalisé que j'étais complètement entourée d'eau, pas d'air, et que j'étais toute seule. Et bien sûr, on se pose plein de questions. Est-ce que je vais couler? Est-ce que je vais ci? Est-ce que je vais ça? Et puis tout d'un coup, je vois des oursins et j'oublie tout. Et le monde se révèle à moi comme si on explorait une forêt. Et du coup, l'équipement devient juste comme un sac à dos. Et voilà, on avance dans cette aventure. Ce moment-là, je m'en souviens vraiment très bien parce qu'encore une fois, c'est comme ce que je décrivais quand je suis partie en Amazonie la première fois. C'est que quand on est enfant, on ressent. Et on n'est pas toujours dans l'analyse de ce ressentiment. Et je pense que ça, c'est très viscéral. Donc, ce moment-là, je m'en souviens très bien, comme quand je suis arrivée en Amazonie, à bord de Calypso. Je suis partie avec un scientifique parce qu'il voulait étudier les piranhas. Du coup, il m'a dit, tiens, viens Céline, on va aller sur le canoë. Je dis, OK. Et il attrape des piranhas, il les met en bas du canoë. Et je me souviens du moment où j'ai levé le pied parce que le piranha sautait dans tous les sens au fond. Voilà, c'est deux souvenirs qui me font penser à lui de suite, bien sûr. Et cette idée de transmission, elle est aussi dans votre œuvre, Lucie et Jorge, puisque vous faites beaucoup d'ateliers interactifs avec le public, notamment sur la pratique du dessin. Enfin, c'est quelque chose qui est très présent dans votre œuvre, ces performances interactives, collaboratives. C'est-à-dire, nous partons du principe que ce n'est pas notre rôle de faire des œuvres comme la plupart des artistes. Nous souhaiterons construire des structures sous-jacentes, presque invisibles, nous rendre de plus en plus invisibles pour que cette structure puisse permettre que tout le monde s'exprime, que tout le monde agisse. C'est un petit peu notre philosophie de la maison. C'est provoquer une dynamique pour que tout le monde devienne artiste, tout le monde devienne acteur de ces changements que nous souhaitons. Alors, quelle a été l'œuvre la plus interactive? Est-ce qu'on peut voir des images? Jenna, est-ce que tu peux nous montrer des images de l'œuvre, selon vous, qui a été la plus interactive dans votre parcours? Je reviendrai peut-être sur le passeport parce que je n'avais pas expliqué qu'on a démarré avec 10 000 exemplaires en 2008 et on se trouve maintenant à 75 000 exemplaires publiés. Donc, c'est énorme. Et nous avons créé une base de données pour pouvoir s'inscrire, ces citoyens universels. Donc, il y a à peu près 35 000 personnes maintenant inscrites. Ça, c'est le prochain diapo, je crois. Encore une. Voilà, bon, là, c'est une ancienne image, c'est 35 000 aujourd'hui. Donc, on s'est rendu compte, et vous voyez inscrit là sur le monde, les populations, les citoyens qui sont inscrits. On a cette carte interactive qui montre, qui pointe le doigt sur les personnes qui sont là, actives, qui partagent ces valeurs, défendre les environnements naturels et lutter contre le changement climatique. Et défendre nos zones sensibles à travers le monde. Ça, c'est une chose, oui. Et alors, tu voulais revenir au moulin, c'est ça, Nathalie? Non, je te coupe, Lucie, mais concrètement, est-ce que c'est une plateforme
où ces citoyens qui ont ce passeport peuvent se retrouver avec des moments d'action, comme la Fondation Hulot a créé ces moments d'action qui s'appelle J'agis pour la nature. Oui. Comment ça se passe concrètement d'avoir ce passeport antarctique? Et quelles sont les responsabilités, les devoirs de ces gens qui ont ces passeports? Pour l'instant, c'est une plateforme d'inscription. On n'est pas passé à cette deuxième étape. Je crois qu'il manque encore des citoyens. Mais Jorge le principe de ce passeport, c'est la transmission à 12 générations, c'est-à-dire nos enfants et nos petits-enfants. C'est un rôle très limité, mais si chacun arrive à transmettre à 12 générations déjà ces problématiques et être un petit peu témoin de ce petit réseau, il peut commencer à se construire, c'est-à-dire chacun à l'échelle de ses possibilités. Nous pensons que ça, c'est notre façon au jour d'aujourd'hui de pouvoir agir. Et Jorge, ce n'est pas limité du tout. C'est génial de transmettre à tes enfants et à tes petits-enfants. Et moi, ce que je pense, c'est que l'éducation nationale doit changer. L'éducation de Luc Ferry, de Ferry, début du siècle, doit changer pour une éducation plus expérimentale, horizontale et transdisciplinaire. Donc, si vous arrivez à vendre ce concept d'Antarctica World Passport à l'éducation nationale pour créer comme ça un engouement sur la responsabilité que nous avons, les enfants, les jeunes, sur nos écosystèmes, ce serait merveilleux. Est-ce que vous avez des contacts avec l'éducation nationale? On a eu, pas forcément avec ces projets-là, mais on a travaillé très étroitement dans des autres très grands projets avec l'établissement français des greffes, avec le ministère de la Santé, c'est-à-dire on a eu déjà des collaborations extrêmement approfondies et longues avec des ministères dans des domaines autres que ne va pas rentrer aujourd'hui, sont trop complexes, mais des gros sujets de société aussi. Alors Céline, donc est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton film, puisqu'on a quand même derrière moi une photo absolument incroyable de ce poumon de la planète qui est l'Amazonie. On espère qu'un jour on pourra de nouveau voyager. Donc comment ce film est né et en fait quelle est ta relation avec cette tribu qui doit être un peu comme ta famille, j'imagine, puisque tu y vas chaque année depuis de nombreuses années. Oui, ben, le film a commencé parce qu'il y a Beto de la tribu Marubo qui m'a envoyé un mail, en fait, quelqu'un que j'avais rencontré en 2007, qui m'a demandé en 2010 de raconter leur histoire. Et c'était simple, il m'a dit, on veut que le monde sache qu'on existe et on ne veut pas disparaître. Et j'ai dit oui, tout de suite, ne sachant pas comment et quoi. J'ai commencé à tourner en 2013, 2014, 2015, ça a pris un bout de temps. C'est un film complètement indépendant. Je voulais vraiment honorer le fait qu'il m'avait fait confiance de raconter leur histoire. Donc, je ne voulais pas le vendre avant de le finir. Parce que très souvent, ce qui se passe en post-production dans les documentaires, voilà, c'est dans le montage qu'il y a beaucoup de magie dans le storytelling. Voilà, donc j'ai vraiment pris beaucoup d'années pour le finir parce que je voulais le faire indépendamment. Donc là, il est fini. C'est un film de 78 minutes. Comme tu as dit tout à l'heure, Nathalie, il est pour le moment disponible sur Amazon, iTunes et d'autres plateformes digitales aux États-Unis. J'espère bientôt en France et ailleurs. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant de faire un film. C'était beau, ça m'a pris beaucoup de temps. Il a vraiment fallu que je me batte pour le faire. Et je pense que ça a fait partie de l'histoire pour moi. C'est que il a fallu que je sois convaincue que je pouvais le faire. J'ai eu beaucoup d'échecs tout au long et à chaque fois, il fallait que je me ramasse, que je recommence. Et je pense que ça fait partie du parcours pour dire ils ont eu raison de me faire confiance. Je suis encore là, je vais me battre. Beto, comme tu as dit, Beto est un petit peu devenu mon petit frère. Du coup, je m'inquiète pour lui, surtout maintenant avec le Covid, ce qui se passe sur son territoire avec sa famille et les autres tribus. Mais le film, pour moi, ce n'était pas assez. Je voulais pas m'arrêter là. Du coup, depuis 2 ans, on fait tout un projet d'éducation où, en utilisant justement des plateformes digitales, à l'époque, c'était Skype in the Classroom, j'ai parlé avec plus de 7300 étudiants dans au moins 46 pays, en étant assise à mon ordinateur et en discutant avec des classes autour du monde,
avec juste le teaser, le trailer du film pour leur montrer l'histoire et pour parler de la biodiversité, des droits des peuples autochtones, l'importance de l'Amazonie, le lien qu'on a, nous, avec l'Amazonie, mais comme on a dit, on a évoqué tout à l'heure, avec tout ce qui se passe sur la planète. C'est juste que l'Amazonie, on peut en parler facilement parce que les gens reconnaissent. Donc ça, voilà, le projet d'éducation, ça a été fait de cette façon informelle. Maintenant, on est en partenariat avec une université américaine pour créer un curriculum qui va, pour le moment, commencer aux États-Unis, éventuellement avec des partenaires d'une façon internationale, pour qu'on puisse parler de la biodiversité dans le contexte global, parler des peuples autochtones dans le contexte du changement climatique. Donc, à partir du film et à partir de cette histoire, d'en parler d'une façon globale. Donc ça va être une prochaine étape. Troisième étape, je ne veux pas trop rentrer dans la complication de tout, mais une troisième étape, ça va être de créer un projet qui s'appelle le projet Javari pour faire une vraie analyse de la biodiversité de ce territoire. Et pour ça, on va utiliser toute la technologie qui est dispo pour mettre justement des récepteurs sur le territoire, se servir des images satellites à distance et puis plus près, une fois qu'on identifie les lieux où on va faire plus de recherches sur la biodiversité et pour identifier aussi les menaces à cette biodiversité. Donc pour tout ça, on va utiliser toute la technologie d'aujourd'hui, inclus l'intelligence artificielle pour analyser tout le data, parce qu'on va avoir tellement d'informations qu'il va falloir voilà, qu'on se serve un petit peu de plus que juste les yeux et l'être humain, pour après analyser aussi non seulement la biodiversité, mais les menaces à cette biodiversité et démontrer que ce territoire est irremplaçable par rapport à la biodiversité et que sur ce territoire, cette biodiversité est protégée parce qu'il y a ces peuples sur place. Et je pense que pour moi, c'est très important de montrer que l'homme est peut-être destructeur, mais l'homme est protecteur. Et c'est ce lien qui est important à voir, c'est que justement, il y a plus de protection là où sont les peuples indigènes. Et je pense que c'est important pour nous de comprendre quel est notre lien. Si on aime respirer, il faut protéger, c'est tout. Quand on pense que 50% de notre oxygène vient des plantes, 50% des océans, une respiration sur 5, 20% vient de l'Amazonie, et ben là, on comprend le lien. On n'a pas besoin de plus d'informations que ça. Mais je pense que pour moi, il faut aller au-delà de là. Peut-être je pourrais juste basculer sur un projet que nous avons en cours qui va se rejoindre avec ce que tu viens de dire, Céline. Donc, si Jana, tu peux chercher les images de cette action que nous avons menée cette fois en Amazonie brésilienne, parce que je suis partie pour une deuxième fois en Amazonie. J'adore, comme Céline. Une fois qu'on est allé, c'est le prochain slide après celle-ci, je crois. S'agit de... non, avant, pardon, excusez-moi, juste avant celle-ci. Ouais. En tout cas, voilà, c'est celle-ci. Nous avons sur la droite, là, vous voyez un certificat qui s'appelle Perpetual Amazonie, donc l'Amazonie perpétuelle. Et là, dans ce forêt-là, j'étais à Manaus, au Brésil, à Dulfeduc, la réserve à Dulfeduc, encore avec les scientifiques et des artistes. Et là, je suis en train de délimiter 1 mètre carré sur 1 hectare. Donc, on a combien? 10 000, je me trompe chaque fois. Je crois qu'on a 10 000 mètres carrés. Et 10 000 dans chaque. Voilà, chacun, ces territoires, ces zones sont si peu importe où ils sont. Ils peuvent être partout dans le monde, mais c'est-à-dire que ces mètres carrés sont associés à un certificat. Et ce certificat, comme le passeport, est à transmettre au public, aux gens, à travers une inscription et aussi à transmettre aux générations futures. Donc, avec certains, c'est des obligations de se renseigner sur la biodiversité, se renseigner sur ce qui vit, aussi bien les hommes que les plantes, les animaux, etc. Donc, ça se rejoint un petit peu avec ton projet de comment sensibiliser au-delà de les films et les choses qu'on peut faire, mais c'est aussi les actions qui touchent un public et qui les engagent à créer ce lien émotionnel, ce lien de connaissance et le transmettre surtout à d'autres générations. Donc là, on voit un peu les calculs que j'ai fait avec les scientifiques pour diviser.
Et surtout, le certificat aura l'adresse GPS. Bon, il s'agit de soit GPS ou de UTM parce que des fois, il n'y a pas tu parles des satellites. Des fois, c'est difficile d'aller dans ces zones-là. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de satellite. On ne peut pas se connecter. Donc, il faut faire d'autres types de calculs pour savoir où on est et savoir que ce morceau de terre, j'ai le certificat, ça existe. Il y a des gens qui vivent là, il y a des plantes, il y a des espèces et il faut le protéger. Donc, c'est juste pour revenir sur ce sujet de partage et de valeur. Moi, je crois que plus que jamais, face à l'urgence pandémique que nous vivons actuellement, on est tous dans le même bateau et donc on doit coopérer. Les artistes, les scientifiques, les philosophes. Et donc, voilà, on ne peut pas dire que la culture est un bien non essentiel, on ne peut pas dire que les artistes ne sont pas au rendez-vous, parce que les artistes, encore une fois, sont là pour éveiller les consciences, sont comme des lanceurs d'alerte, et écrire et mettre des formes et mettre, comme vous dites, comme tu dis, Lucie, représenter en fait l'état du monde. Après, la question du relais, le relais scientifique, le relais politique, qui, pour certains, en ce moment, pose question, la question de la politique, comment la politique s'engage par rapport aux enjeux écologiques. Donc, comment vous pensez répondre à ces enjeux et comment l'artiste peut s'engager dans une construction avec toutes ces parties prenantes. Donc, je pense par exemple à des chaires arts et sciences et justement invectiver les gouvernements, les politiques sur la lenteur des décisions opérationnelles pour créer une uniformisation ou en tous les cas faire que les territoires soient davantage sanctuarisés. Ou soit sanctuarisé. Voilà, donc vous, j'imagine que vous avez une certaine forme de frustration parce que vous faites beaucoup depuis 25 ans. Donc, comment vous vous situez aussi par rapport à cette question du politique? Puisque directement, vous adressez des messages politiques. Donc, vous êtes vu par les politiques. Donc, je peux répondre de façon un peu indirecte, mais qui me motive beaucoup. C'est-à-dire, c'est avoir appris la fin de l'année dernière, ou dans cette dernière période, toute une série de livres de grands écrivains internationaux qui parlent de l'évolution de la planète et qui font le constat que jamais on a vécu un moment aussi intéressant et extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Entonces, face à un pessimisme ambiant, entendre qu'on vit les meilleures périodes de l'histoire de l'humanité, ça interroge. Et quand on commence à lire ou à décrypter un petit peu ces différentes études, on voit que dans tous les domaines de la société, on a avancé. On avance et on avance toujours. C'est-à-dire, on avance d'abord par l'erreur et ensuite par la correction. Donc, on fait beaucoup de dégâts, mais on corrige. Et c'est ça que je voudrais finir avec ça quelque part. C'est qu'on ait la capacité de rectifier, de corriger, de remédier. C'est dommage qu'on doit toujours remédier et toujours réparer, mais la conclusion, c'est qu'on avance toujours et on avance dans le bon sens. Tout ça, pour moi, ça m'a beaucoup aidé à prendre ça, ce sont des données exclusivement scientifiques, dès qu'on va dans la bonne direction, parce que l'être humain, il semblerait suicidaire, mais ne l'est pas vraiment. On a la capacité de modifier et on le fait en permanence. Ok, donc on arrive presque à la fin de cette conversation. C'est le temps des questions et surtout des questions à vous, les artistes, des questions du public s'il y en a, j'espère. Donc déjà, il y en a une, là je vois. Comment peut-on se procurer le Antarctica World Passport? Très simple, www.antarcticaworldpassport.com. C'est pas plus simple. Okay. Et sinon, c'est en vente, si vous voulez un vrai passeport signé par les artistes, tamponné par les artistes et numéroté, ça c'est sur le boutique Etsy pour l'instant. Est-ce que les questions finales de cette conversation, ça va être l'enjeu des enjeux pour vous? Bon, vous l'avez déjà un peu dit, mais donc Céline, l'enjeu des enjeux, s'il n'y avait qu'un seul enjeu. C'est dur. Moi, un seul, j'ai toujours du mal. Je choisis jamais.
Mais c'est quelque chose qui n'est pas très tangible, mais moi, je sais que mon travail, que ce soit dans les documentaires, que ce soit porte-parole, que ce soit dans des conférences, je dessine des bijoux aussi, on n'a pas eu le temps de montrer, mais c'est de changer la conscience humaine. Je pense que tout ce qu'on fait, c'est ça, c'est pour essayer de reconnecter l'homme, la femme, à soi-même, aux autres et à la nature. Mais si montrons tes bijoux parce qu'ils sont tellement beaux et c'est connecté en plus On va voir. avec la nature et c'est Yeah. inspiré de tes voyages. Donc, c'est intéressant parce que Céline, elle était, enfin, tu étais dans la partie militante, écologiste, etc. Et là, tu bascules dans la partie un peu plus créative. Enfin, tout ça est très entremêlé et voilà, c'est intéressant en fait ton parcours. Bah, Raconte. en fait, j'ai fait des études de psychologie, des études d'art. Je me suis toujours intéressée au fonctionnement du cerveau humain, le pourquoi, le comment. J'ai fait des études d'art parce que j'adore créer. Je suis toujours avec plein d'idées. J'ai 3 idées de sculpture. J'ai une idée d'un projet d'immersion. J'ai un projet de réalité virtuelle. Je veux continuer à fabriquer parce que je pense qu'un message, il faut le passer par tout moyen possible. Cette collection, par exemple, s'appelle Tribute to Tribe. Ça a été inspiré par toutes les tribus que j'ai rencontrées qui ont un lien direct avec la nature. Mais comme c'est Swarovski qui m'a demandé de dessiner les bijoux, il y a aussi cette dualité je vais dire le superficiel sans que ce soit péjoratif, mais tout ce qui brille avec le côté très brut, avec les dessins sur la peau des peuples. Donc voilà, c'était cette dualité des deux. Après, j'ai fait une autre collection qui s'appelle Ocean Mysteries. Et ça, justement, c'était celle d'avant. Voilà, celle-là, ça part justement de ce qu'on disait tout à l'heure, que ce qu'on ne voit pas, c'est aussi important que ce qu'on voit. Et moi, l'inspiration là, ça a été le phytoplancton. C'était ce qui est invisible à l'œil nu, mais que en fait, quand on le regarde, c'est absolument extraordinaire. Donc, les cristaux sont inspirés de ça. Et la dernière collection, on m'a demandé de contribuer à une dessinatrice de mode à Londres qui faisait toute une collection de luxe, mais avec un matériel très brut. Et pareil, inspiration des océans. Et là, on a utilisé le topaz bleu, qui vient de Austral Minerals, basé à Londres aussi. Et pour moi, c'était le corail. Et donc, c'était très brut, le corail, vraiment en sculpture assez, ouais, voilà, assez brute. Et après, il y a cette pierre que j'ai illuminée de derrière, hein, avec une lumière LD pour pouvoir montrer un petit peu aussi ce qu'on voit dans les océans la nuit. Parce qu'il y a cette luminosité la nuit aussi. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de réalité virtuelle. Tu nous as dit que tu avais un projet avec la réalité virtuelle. Tu peux nous en dire un mot? Je suis en discussion avec, oui, en partenariat avec une entreprise qui fait de la réalité augmentée, parce qu'ils ont envie justement de prendre tout ce qui est jeux vidéo, réalité augmentée, réalité virtuelle, dans toute la technologie qu'on a à portée de main, au service de l'environnement, au service justement du message de l'environnement, le message humanitaire. Donc, on va commencer à créer des projets, on espère cette année, sinon l'année qui vient, pour continuer à accéder à un public. Oui. À partir de films de tes expéditions. Film, expédition, sujet, parce que là maintenant, moi je voyage pas, je pars pas comme tout le monde presque. Ah oui, Ah oui, je suis coincée chez moi malgré l'Amazonie derrière moi. Amazonie, moi. J'aimerais bien, mais je pense que voilà, ça reste très vivant en moi et je pense que moi là où j'étais inspirée cette année, c'est le fait de ne pas voyager. C'est comment me centrer et utiliser tout ce que j'ai à portée de main pour continuer à partager ce message. Alors, Lucie et Jorge, l'enjeu des enjeux, s'il n'y avait qu'un seul enjeu. Transmettre. C'est-à-dire, il faut qu'on trouve un successeur. C'est-à-dire, il faut qu'on forme de nouvelles générations, ou au moins une personne pour reprendre notre place dans cette activité. Un livre qui vous a beaucoup inspiré, qu'on pourrait partager avec ceux qui nous regardent. Ah, comment ça s'appelle? C'est ce livre que je viens de parler, toute cette série de livres sur l'évolution très positive de la nature humaine et des planètes. Je n'ai pas les titres avec moi.
Bon, c'est pas grave, on le mettra sur notre site. Et toi, Céline? Alors en anglais, ça s'appelle The Power of Myth de Joseph Campbell. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre comme ça. Je lisais 5 pages et puis j'arrêtais, je réfléchissais, je marquais dans le livre, je soulignais. Ça m'a vraiment touchée. Ok, bah écoutez, c'est le moment de se quitter. Merci en tous les cas pour ce voyage en Amazonie et en Antarctique. On a énormément voyagé grâce à vous et on a appris beaucoup de choses. Et sachez qu'il y aura un livre de toutes ces rencontres que j'ai tout à fait le désir de sortir parce que je trouve que c'est passionnant. Et puis un podcast, évidemment, de cette rencontre et évidemment aussi à retrouver sur YouTube. Et la prochaine rencontre, ça sera Francis Allais, botaniste, qui, lui, tout simplement, veut recréer une forêt primaire de 72 000 m² en Europe de l'Ouest. Il est tout jeune, il a 80 ans, et il sera en discussion avec une jeune artiste qui s'appelle Sarah Favrio et qui, elle aussi, a beaucoup d'ambition. Donc, merci à vous trois, en tous les cas. C'était un plaisir de vous écouter. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao.